on va vous présenter l'association Si on veut Connexus. parler. Oui, qui existe depuis 12 ans, qui a été créée il y a 12 ans à Montpellier pour prendre en charge, pour aider à la prise en charge des cancers chez les personnes déficientes intellectuelles depuis la prévention jusqu'après le traitement. Mais on ne fait pas de soins directs, on est une structure qui travaille en appui. Hein. Voilà. Donc, la suivante. Pourquoi s'occuper de ce sujet? La suivante, là? Ouais. Ça va pas? Ça déroule pas? Est-ce qu'on est passé à la diapositive suivante ou Voilà, on est toujours sur la slide de présentation? Voilà. C'est bon, elle vient d'arriver. Oh, ok, super. Alors, voilà pourquoi on s'occupe de ces questions de cancer chez les personnes déficientes intellectuelles, parce que c'est un sujet qui a vraiment pas été étudié jusqu'à très récemment et qu'on sait peu de choses. En tout cas, on s'est aperçu qu'ils sont aussi fréquents qu'en population générale, c'est-à-dire quand même une personne sur 3. Et pas, parce qu'en fait, l'espérance de vie a progressé chez ces personnes. Et vous voyez que des études d'incidence et des études de mortalité montrent qu'il y en a autant, hein, et même peut-être un peu plus, mais pour l'instant, on va rester sur ce chiffre d'autant. Et en plus, ils sont particuliers parce que chez des personnes, les cancers sont plus fréquents pour certains organes, et notamment les organes digestifs. Ils sont aussi fréquents pour beaucoup de cancers féminins, à commencer par le sein, qui est le premier cancer chez la femme qui a une déficience intellectuelle. Et puis, il y a aussi d'autres cancers qui sont moins fréquents. C'est une forme d'introduction pour dire qu'il y a pas mal de différences avec la population générale, ce qui justifie de vraiment bien s'occuper et bien connaître ce qui les caractérise pour être au plus près des besoins de ces personnes. Voilà. Alors, ils sont différents aussi, donc à commencer par la répartition dont je viens de vous parler, mais aussi parce que souvent, ils surviennent plus précocement et ça a des incidences pour la surveillance, le dépistage, etc. Et un point très important de cette différence, c'est qu'ils sont découverts tardivement, ce qui justifie pleinement de s'en occuper vraiment de façon spécifique, à un moment où parfois on ne peut déjà plus les traiter ou alors le traitement est lourd. Donc ce stade avancé, c'est quelque chose de caractéristique presque. Et puis, ça s'explique en partie parce que les symptômes sont difficiles à établir parce que au lieu de se présenter avec un symptôme, j'ai mal là, j'ai ce malaise-là, les personnes vont réagir sur le mode psychique, ils vont devenir très agités ou alors se mettre à part. Et il faut savoir interpréter ces symptômes psychiques comme le signe d'un problème physique. Voilà. Donc le diagnostic est difficile. Voilà. Sur la suivante, on donne quelques explications complémentaires. Premièrement, il y a 2000 maladies génétiques qui s'accompagnent d'un retard mental, certaines systématiquement, d'autres de façon plus ponctuelle et irrégulière. Il y a aussi des différences selon le niveau de déficience intellectuelle. 80%, 4 sur 5 sont des personnes qui ont une déficience légère qui peut ne pas se remarquer parfois. Hein. Et puis les autres, modérés, sévères, profondes, c'est des gens qu'on repère immédiatement. Elles sont souvent en institution totalement dépendantes. Et la répartition des tumeurs n'est pas la même selon le groupe auquel on s'adresse. Il complique encore les choses pour le suivi, le dépistage. Et puis, bien sûr, il y a des différences. Où vit la personne? Est-ce qu'elle est chez elle, en famille ou indépendante? Est-ce qu'elle est dans la communauté, complètement libre? Et à ce moment-là, les facteurs de risque ne sont pas les mêmes. Et puis, ou alors est-ce qu'elle vit en institution? Et là, à ce moment-là, il y a des facteurs de risque spécifiques de l'institution, par exemple les infections à Helicobacter pylori ou les infections, les hépatites qui peuvent donner les cancers du foie. Voilà. Ensuite, au point de vue prévention, alors il y a
pas beaucoup de travaux faits actuellement et c'est pour ça que cette année et l'année prochaine, on va travailler particulièrement sur les questions de prévention quand on sait que la prévention permet de diminuer 40% des cancers. Donc près de la moitié des cancers, si la prévention a été vraiment appliquée, on devrait trouver cette forte diminution. Et chez les personnes déficientes intellectuelles, notre sentiment est et notre conviction est qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Le dépistage, depuis 12 ans, on travaille dessus et il faut pas relâcher l'effort puisque on a toujours beaucoup de retards diagnostiques, parfois presque tragiques. Enfin, le mot est un peu fort, mais il n'est pas loin de la vérité. Donc, en plus, il faut adapter la surveillance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas procéder pour toutes les catégories, au moins les groupes les plus nombreux. On peut pas appliquer ce qu'on fait à la population générale. Par exemple, dans la crise 2021, il y a beaucoup de tumeurs du testicule, peut-être 10 fois plus, et il faut vraiment être attentif à surveiller les testicules entre 15 et 40 ans, parce que c'est à cet âge-là et non pas à 60 ans que ces cancers surviennent. Et puis, par exemple, les femmes trisomie 21 font presque pas de cancer du sein, probablement 10 fois moins de cancer du sein, ce qui fait qu'il faut réfléchir aux questions de dépistage pour les catégories les plus importantes. Voilà, puisque chaque groupe peut potentiellement avoir son propre profil tumoral. Voilà. Alors voilà, quelques exemples de retard. Hein. Un travail qu'on avait fait il y a longtemps en Corrèze, quand je travaillais dans cet hôpital, et on avait trouvé vraiment des retards diagnostiques très importants, avec beaucoup plus de métastases ganglionnaires, de métastases viscérales, et des tailles de tumeurs qui étaient vraiment très, très augmentées dans la population des femmes avec déficience intellectuelle en comparaison de la population générale. Pour le mélanome malin, on a fait la même étude en héros. Mélanome malin, c'est une tumeur cutanée, hein, et on a trouvé aussi des retards diagnostiques. Et pour les cancers du côlon et du rectum, là, c'est vraiment tout à fait un peu désolant, hein, puisque sur 14 cas, il n'y en a pas de cliché, il n'y en avait pas d'autres. Hein. Sur les 14, il y a eu 11 décès avec une médiane de 2 mois. De 2 mois. C'est-à-dire les gens arrivaient et puis dans les semaines suivantes, voilà. C'est pour toutes ces raisons qu'on travaille particulièrement au dépistage. Alors, ce sur quoi on travaille, hein, on s'intéresse à la répartition des cancers, on l'a vu, à la fréquence. On a travaillé avec une équipe en Suède à l'université de Lund pour voir si la fréquence se maintenait avec l'âge, c'est-à-dire qu'on a pris des patients qui avaient plus de 55, 60 ans et on a regardé si c'était différent de la population générale. Statistiquement, non. On a travaillé sur les retards diagnostiques, on a travaillé sur la participation au dépistage, c'est vraiment très important. On a aussi un axe de travail sur qu'est-ce qui rend les soins du cancer difficiles pour ces personnes-là. Et donc, qu'est-ce qui empêche les soins de se faire ou qu'est-ce qui les facilite. Ensuite, on a travaillé sur les éducateurs. Qu'est-ce qu'ils savent du cancer? Parce que pour favoriser la prévention de dépistage, il faut savoir un minimum de choses. Et une grosse enquête nationale qui a utilisé un millier de questionnaires qu'on est en train d'analyser. Après, cette année, les 2 dernières années, on a montré que les personnes déficientes intellectuelles sont capables de comprendre les notions de dépistage. La conséquence, c'est que du coup, les actions qu'on faisait auprès des éducateurs, on peut les faire directement auprès des personnes elles-mêmes. Donc ça, c'est pour nous très important parce qu'on avait commencé à le faire et on s'est demandé est-ce qu'on est pertinent dans ces actions. Et là, on voit que oui.
Après, on recherche maintenant les difficultés dans les cabinets de radiologie pour ces personnes déficientes intellectuelles. Et puis, voilà. Ensuite, organe après organe, on cherche les caractéristiques particulières pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et puis là, tout en bas est un peu décalé. On a marqué prévention parce que c'est vraiment, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, il nous semble vraiment une priorité pour vraiment sérieusement essayer de diminuer la fréquence des cancers. Voilà. Oui, voilà. Alors voilà, ça c'est l'association. Le trèfle représente les 3 axes de travail, la documentation, la base de tout, pour pouvoir intervenir, comprendre le groupe de recherche, quand il y a une notion qu'on n'a pas trouvée dans la documentation disponible, à ce moment-là, on va le chercher, on fait une recherche proprement. Et puis les deux sont au service du troisième. Notre axe principal, c'est l'aide aux soins, c'est-à-dire faciliter tout ce qui peut aider aux soins et notamment les informations qui peuvent aider à faire progresser les soins. Voilà. Alors, je pense que voilà. Oh, pardon, je me suis trompé. Voilà, la documentation, bon, c'est rapide, c'est simplement, on a obtenu un soutien de la Ligue nationale contre le cancer pour monter, pour faire progresser un site dans lequel on va mettre les informations pour les rendre accessibles à la mesure où elles sont vraiment très dispersées et c'est pas coordonné. D'accord. Ensuite, les autres recherches, bon, je vais être rapide. Voilà, ça c'est une liste de recherches qu'on a faite. Donc c'est un peu, je vais peut-être un peu me répéter. La première qui dure toujours, c'est la répartition des cancers sur tous les cas de cancers qui arrivent en héros. C'est commencé il y a 12 ans et ça continue. Et c'est la seule étude, à notre connaissance, qui fait un recensement comme ça pour pouvoir approché plus clairement la répartition des cancers qui a été évoquée au tout début. Alors après, on a travaillé sur le dépistage. C'était une enquête avec des données sur toute la France. On a travaillé sur certains organes. Indiquant, je vous en ai parlé, c'était pour les personnes âgées. OZO, c'est l'étude dans laquelle on a cherché ce qui faisait difficulté dans la prise en charge. Acerca, c'est pour tester les connaissances et le ressenti, avec la notion que si on a un ressenti très négatif sur le cancer, on va éviter le sujet. Et donc, en tant qu'aidant professionnel des personnes déficientes intellectuelles, on ne va pas toujours être au meilleur de ce qu'il faut faire pour favoriser le dépistage et pour développer la prévention. Ensuite, bon, les mélanomes malins, le côlon. PAM, c'est l'étude où on a évalué les connaissances. Et puis, Chessmont, c'est une étude qui compare certains résultats de PAM avec ce qui se fait en Angleterre. Et les trucs radiologiques, on ne peut pas passer à la chose. Voilà, CHIDE, le CHIDE, je vous en ai parlé. C'est le recensement, c'est fait en collaboration avec le registre des tumeurs de l'Hérault. Et ça progresse et on confirme bien la répartition n'est pas la même qu'en population générale. OZO, je vous en ai parlé, mais je peux peut-être en dire deux mots. Ce qu'on a observé dans cette étude, c'est que ce qui fait obstacle aux difficultés de soins de ces personnes, c'est le patient lui-même, parce qu'il peut avoir des blocages psychologiques ou psychiatriques, il peut avoir des blocages physiques, il peut avoir des difficultés physiologiques, par exemple, ne pas pouvoir faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie, etc. Ensuite, le deuxième type de difficulté, alors celle-là, on ne peut pas tellement bouger les choses. Si c'est une difficulté propre au patient,
qui n'a pas été accessible à une thérapeutique, on ne peut pas, dans l'état actuel des connaissances et des moyens, lutter contre ça. Voilà. Mais par contre, les 3 autres qui sont recensés, les difficultés de communication peuvent beaucoup progresser. Les échanges entre médecins et patients, et puis entre les équipes de soins et les équipes des institutions. Là, une chose sur laquelle il paraît peut-être le plus facile de progresser, c'est l'absence de connaissance de la déficience intellectuelle et sur le cancer, et ça se répercute sur tous les aspects. Et c'est vrai qu'en ce moment, on pense beaucoup aux soins palliatifs parce qu'il y a une véritable spécificité, des points très particuliers qui séparent, qui rendent un peu à part les personnes déficientes intellectuelles par rapport à une personne dans la population générale. On y reviendra peut-être parce que à cette occasion, on va proposer de faire venir une spécialiste des soins palliatifs chez les personnes déficientes intellectuelles de Lausanne en Suisse, qui va pouvoir nous alerter, nous montrer les points particuliers sur lesquels il faudrait travailler pour accueillir au mieux ces personnes dans ces circonstances. Et puis, il y a les délais diagnostiques qui est très important aussi. Vous voyez qu'une fois sur 4, c'est ça qui rend les soins compliqués. Et puis, comme facilitateur, il y a les dents, qu'ils soient familiales ou professionnelles, qui est là tout au long du parcours avec le patient. C'est vraiment le point le plus important. Et il faut ajouter quand même que si le patient est confiant, partant, c'est beaucoup plus facile. C'est un euphémisme de le dire comme ça, que quand le patient s'oppose, se méfie, etc. Voilà, ça c'était l'étude aux os. Et puis l'étude à Cerca, moi je l'ai dit déjà, j'en ai parlé déjà, c'est-à-dire est-ce que les connaissances dans les institutions sont suffisantes pour prévenir, repérer et dépister les cancers? Est-ce qu'il y a un symptôme? Il faut savoir que ça peut être le symptôme d'une maladie. Et puis, de quelle façon ont-ils peur du cancer pour pouvoir contourner ça, pour faire des informations? Ça aboutit sur des affiches intimes, diaporamas et brochures à répartir ensuite dans toute la France, dans les institutions pour favoriser ces questions de prise en charge du cancer. Voilà. L'étude PAM, donc je reviens brièvement. Donc, c'est une étude qui est soutenue par l'Institut national du cancer, qu'on termine là, qui est terminée, mais bon, il faut écrire l'article. Et donc, on a montré que les personnes déficientes intellectuelles sont capables de comprendre et d'apprendre et de retenir. Et ça, il y a tellement de fausses idées sur les personnes déficientes intellectuelles qu'on préjuge qu'il n'y a rien à faire avec elles, alors qu'on peut travailler avec elles et parfois c'est même vraiment important de le faire, parce que si vous avez par exemple des professionnels éducateurs qui ne sont pas motivés parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas le temps, etc., le fait que les personnes déficientes intellectuelles elles-mêmes soient alertées sur ces questions de cancer renverse la dynamique, hein, et c'est eux-mêmes qui disent j'aimerais bien qu'on me dépiste mon cancer, enfin, si j'ai un cancer. Voilà. Marc, ça va être à vous là. Voilà, donc je laisse la parole à Marc pour parler de l'aide aux soins. Donc voilà, bon, vous avez compris qu'on a une forte activité de recherche qui est directement à mettre en lien donc avec notre activité de terrain. Notre activité de terrain s'inspire énormément de la recherche, et les interrogations qu'on peut avoir sur le terrain, parfois peuvent servir de sujet de recherche. Donc concrètement,
sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, première chose, on a parlé de confiance, de communication. Et pour accéder donc à la confiance, il faut avoir le moyen de communication adéquat, de façon à se faire comprendre et à être compris des personnes avec un trouble de développement intellectuel. Donc, on a créé des livrets de communication. Donc, c'est les 3 livrets que vous voyez à l'affichage. Donc, un qui s'appelle Lucie et qui explique le parcours de soins dans la pathologie cancer. C'est quoi le cancer? Quels sont les professionnels que je vais rencontrer? Quels sont les examens que je vais faire? Quels sont les traitements que je vais prendre? Leurs effets secondaires, etc. Le deuxième livret, lui, qui s'appelle Monique, explique quels sont les différents dépistages qu'il existe. 3 dépistages que vous connaissez. Et le troisième livret, lui, un carnet de liaison, donc à mettre en place entre l'hôpital et l'établissement médico-social ou le domicile d'où vient le patient, qui sert vraiment de lien en fait entre les soignants et les accompagnants. Donc, ces livrets sont faits en FALC, facile à lire, facile à comprendre. Donc, bien sûr, par Oncodéfi, mais également avec l'aide de professionnels du secteur oncologique, des personnes issues du médico-social et surtout des personnes en situation de handicap avec un trouble de développement intellectuel pour être sûr que le message était clair pour elles. Donc voilà, ça nous sert un petit peu de base pour la communication à mettre en place. Donc notre équipe de terrain s'appelle l'équipe ICAO, infirmier de soutien à la prise en soins des cancers chez les personnes qui ont un trouble de développement intellectuel en Occitanie. C'est un dispositif composé de 3 infirmiers, donc vous voyez Elodie, Elisangela et moi-même qui viens en soutien. Donc tous 3 avec une expérience dans le handicap, une formation sur le trouble de développement intellectuel et une expérience en cancérologie exactement et surtout pour Elodie. Alors sur le terrain, on a différentes missions. La première mission que je vais vous présenter, c'est la mission d'accompagnement. Brièvement, comment ça se passe? Donc, imaginez que dans un foyer, il y a un résident atteint d'un cancer. Ce foyer va nous contacter. Donc, généralement par mail ou par téléphone. On va établir un premier contact où on va recueillir donc, les informations et les besoins de l'établissement. Ensuite, nous allons prévoir donc la deuxième phase, une réunion en présentiel, c'est-à-dire qu'on va se rendre dans l'établissement et là, on va faire le point sur la situation, répondre aux questionnements, expliquer c'est quoi le cancer, quel est son pronostic et donner des conseils issus donc de notre expérience. Et c'est à partir de là, en fait, que va démarrer un accompagnement régulier. Donc, plus souvent, c'est un contact par téléphone ou par mail, mais il est possible qu'on revienne dans l'établissement quand cela le nécessite. Par exemple, il se peut que des tensions naissent dans ces prises en soins. Face à un patient qui est en train de se dégrader, les professionnels entre eux peuvent parfois avoir des désaccords, ce qui va entraîner potentiellement des tensions. Nous, on est là pour venir, pour créer un groupe, un espace où tout le monde peut parler, le but étant de désamorcer ces tensions. Et le but, en fait, de ces accompagnements est bien sûr d'accompagner, d'expliquer ce qu'est tout le parcours de soins, de décrypter les comptes rendus, de faire le lien, si besoin est, avec l'hôpital, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'un patient qui a, par exemple, un cancer digestif va avoir un rendez-vous dans un service qui n'a rien à voir avec le digestif. Enfin, voilà, on est là pour que tout le monde comprenne ce qui se passe, comment le patient est dans sa pathologie, comment est-ce qu'il répond au traitement, etc. Le but, c'est qu'au final, le patient puisse bénéficier du meilleur parcours de soins possible. Et enfin, la troisième phase, on clôture l'accompagnement quand l'équipe n'a plus besoin de notre soutien, ça peut arriver.
ou alors à la fin des traitements ou malheureusement au décès du patient. Voilà, ça c'était un petit peu la partie accompagnement d'équipe sur le terrain. Mais nous réalisons également des sensibilisations donc auprès de différents publics. On va commencer par les aidants professionnels. Donc c'est les professionnels du médico-social. Hein. Donc on fait des sensibilisations justement sur les cancers et le dépistage. L'importance du dépistage chez les personnes qui ont un trouble de développement intellectuel. Donc, c'est des réunions qui font 1h30, 2 heures, au cours duquel on passe un diaporama, on fait des ateliers, on met en place un espace de discussion et bien sûr, pour évaluer notre action, on fait remplir un questionnaire. En complément de cela, comme vous l'a dit Daniel, on fait des sensibilisations auprès des personnes accompagnées. Là, la forme n'est pas la même. Hein. On a un diaporama en FALC, on va faire des ateliers où les personnes s'exercent au dépistage, notamment à l'ouverture de l'enveloppe du test colorectal, à l'autopalpation. On a des maquettes de seins en silicone. Et on termine par un petit quiz ludique de façon à solliciter un petit peu leur réflexion et leur mémoire. Le but étant de les rendre vraiment acteurs de leur parcours de soins et d'activer les leviers de l'autodétermination dans leur santé. Plus récemment, on intervient auprès des étudiants aussi, donc dans les instituts de formation de soins infirmiers et d'aides-soignants, où là, sur la base de cours magistraux, on explique un petit peu quels sont les cancers chez les personnes avec un trouble de développement intellectuel, les différences, l'importance du dépistage, quelle est la communication à adapter, etc. On essaie de faire un cours assez disons pas complet, mais au moins que ces personnes aient les bases de cette spécificité-là. Le but étant de vraiment créer une cohorte de futurs soignants qui seront sensibles à cette problématique. Donc nous intervenons sur l'ensemble de l'Occitanie. On couvre tous les départements, donc vous voyez les différents points. Donc en vert, on a les accompagnements, en bleu, on a les sensibilisations aux professionnels, en jaune, les sensibilisations aux personnes accompagnées et en rouge, les sensibilisations auprès des étudiants. Donc là, malheureusement, ce n'est pas un outil très visuel dans la mesure où beaucoup de points se superposent, mais au moins ça vous donne une idée de la couverture de la région. Donc voilà, pour conclure cette présentation, Oncodéfi, c'est 12 ans d'expérience avec 11 programmes de recherche, 22 articles médicaux, 2 chapitres de livres, des congrès internationaux, des congrès nationaux. On est souvent invité à des communications, on a organisé des symposiums, des congrès. Faire de la recherche, c'est bien, mais communiquer les résultats, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'on essaie d'être vraiment présent sur les congrès, d'organiser des conférences, des symposiums pour parler de tout ce que l'on fait de façon à communiquer les résultats de nos recherches. On a eu pas mal de récompenses aussi. Les livrets ont été labellisés par l'ARS. Le docteur Sadje a reçu le prix cancer de l'Académie nationale de médecine en 2019. Notre ancienne attachée de recherche clinique avait reçu le prix des jeunes chercheurs du cancéropole Grand Sud-Ouest. On a reçu des prix pour des posters sur des congrès. Et plus récemment, le docteur Sadje a reçu la grande médaille d'or avec plaquette d'honneur de l'Association des arts, sciences et des lettres. Voilà, tout ça pour dire que notre travail commence à être reconnu et c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont attirées par ce qu'on fait et nous octroient ces récompenses-là. Donc brièvement, voilà, voici un petit peu tous nos sponsors. Ça, c'est une photo de l'équipe, donc pour que vous visualisiez un petit peu qui nous sommes, vous devez me reconnaître
le docteur Sadjé et moi-même. En haut, vous avez Madame Blaise, qui est notre nouvelle attachée de recherche clinique. Au centre, vous avez Madame Christiane Sadjé, qui est notre secrétaire. À gauche, vous avez Louisa Alouche, qui est infirmière et plutôt sur la recherche. En bas à gauche, vous avez Elisangela Olivier, qui est infirmière de liaison sur le dispositif SCAO. Elodie Neumann sur la recherche et sur le dispositif d'aide aux soins, infirmière. Et bien sûr, notre président, le professeur Dubois, ancien directeur de l'Institut du cancer de Montpellier. La fiche de la conférence. Oui, pourquoi pas. Et ça, c'est la conférence dont Daniel vous a parlé, qui sera organisée donc le 4 février à Montpellier sur le thème des soins palliatifs chez les personnes avec un trouble de développement intellectuel et qui sera animée par Madame Laetitia Prost-Barroso, qui est internationalement reconnue dans cette spécialité-là. Voilà, la présentation est terminée. Ça nous laisse un quart d'heure pour les questions, si vous en avez. Donc, nous sommes tout oui. Merci à tous les deux pour cette riche présentation. Donc, on voit effectivement différents axes qui peuvent faire sens, en tout cas pour nos participants, à la fois l'activité de recherche, l'activité de terrain. On a vu cet enjeu de développer la sensibilisation, le dépistage, surtout favoriser cette littératie aux santé qui est tellement importante pour cette cible, j'imagine, de population. Du coup, ça passe par, on l'a vu de façon matérielle, la création d'outils, vraisemblablement pédagogiques, un petit peu de sensibilisation, des sensibilisations, outils de communication également, sensibilisation au sens strict du terme, voire formation auprès de cibles assez élargies finalement, sur à la fois les aidants, pros, les étudiants, les patients eux-mêmes, donc vraiment une belle action en ce sens. Et puis les accompagnements cibles, ce que vous dites sur les professionnels des établissements, avec un aspect appui sur l'évaluation, des réunions de concertation, aussi de la sensibilisation à cette prise en charge, si j'essaye de résumer un petit peu, et des événements que vous organisez, tels que celui du 4 février, et donc notamment sur le sujet du soin palliatif, précisément, c'est ça. C'est ça. On organise régulièrement des conférences, et la prochaine est sur le thème des soins palliatifs. Donc un riche programme, effectivement, vous ne devez pas vous ennuyer à l'année avec l'ensemble de vos missions. Je réponds déjà peut-être à la question de la conversation. Aura-t-on accès à l'intervention de la personne spécialisée en soins palliatifs et personnes atteintes de déficience intellectuelle? Donc, bien sûr, là, nous, on organise cette conférence à Épidore. Donc, c'est le bâtiment qui est devant le centre anticancéreux, de l'autre côté de la rue, parce qu'on est près du centre anticancéreux. Et on va lancer, j'explique en deux phrases, on va lancer une invitation et une enquête. Alors, l'enquête, elle va simplement servir à savoir ce que les gens ont envie, de ce quoi les gens ont envie qu'on leur parle. Pardon, ma phrase est mal ficelée, mais vous avez probablement compris. Voilà, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens leurs difficultés, leur situation, et Laetitia Barroso va faire une partie le matin particulièrement pour répondre à ces questions particulières et probablement arranger la communication de l'après-midi en tenant bien compte des demandes des gens. Donc, chaque personne des soins palliatifs, on s'y emploie depuis 10 jours là, de toute la région Occitanie, si on y arrive. Et là, on a été en contact avec Aurore Parmentier. On va envoyer à chaque acteur de soins palliatifs, dans toutes les équipes, l'invitation, et donc qui me permettra de savoir les personnes intéressées pour venir. Donc chacun sera contacté. Et deuxièmement, de donner la plus grande pertinence aux informations qui seront données. Voilà, matin et après-midi, le mardi 4 février 2025. Excusez-moi, c'était un peu long. C'est moi. Donc voilà, les personnes des soins palliatifs qui sont présentées en début de session. Si vous le voulez bien, justement,
on serait très intéressé d'avoir vos contacts pour vous envoyer justement ce questionnaire de besoin. Alors, vous inquiétez pas, c'est un questionnaire qui se remplit en grand max 5 minutes, Anonyme. et anonyme, et vous aurez bien sûr la possibilité de vous inscrire à la conférence si vous êtes intéressé de venir. C'est l'ARS qui nous a demandé de nous rapprocher des soins palliatifs parce qu'ils sont conscients des particularités propres aux personnes déficientes intellectuelles. Il y a eu un gros travail européen fait il y a quelques années auquel j'avais modestement participé, qui a évalué les besoins en Europe et élaborer des recommandations non contraignantes pour les personnes déficientes intellectuelles. Merci pour ces précisions. Effectivement, au niveau de la fax, on se portera volontiers relais au niveau des participants de ce jour pour, si tout le monde est d'accord, partager la liste de contacts, bien entendu. Donc ça c'est pas un souci, on le fera volontiers de manière à ce que vous puissiez avoir un maximum de répondants. On le diffusera avec plaisir. Donc une question, en tout cas, ou plutôt une demande de la part de Céline Navarro. Je serais intéressée par cette formation IDEC des soins palliatifs DU-DU. Donc là, effectivement, on pourra vous faire passer les coordonnées également. Et donc, Nathalie, je crois que c'était le DAC 46. Est-ce que vous intervenez auprès de personnes présentant, j'imagine, des troubles cognitifs liés à des maladies neurodégénératives? Alors, c'est extrêmement vaste ce qu'on fait. On arrive tout juste, comme vous l'avez pressenti, à assumer toutes nos actions. C'est notre axe de travail, c'est les personnes qui sont nées avec un retard mental ou qui l'ont acquis jusqu'à l'âge de 20 ans. Et bien sûr, il faudrait 10 fois l'association si on devait s'impliquer sur les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et toutes les questions de démence vasculaire et autres de la personne âgée. Mais par contre, bien sûr, si une personne a une trisomie 21 et développe après une maladie d'Alzheimer, ben, ça ne change pas. Mais à la base, si une personne n'a jamais eu de trouble et qu'après elle développe ce type de handicap, on le fait pas. Oui, merci pour la précision. C'est très proche, mais c'est une question de moyens. Ouais. Oui, bien entendu, parce que pour le coup, la finalité serait sensiblement similaire, je dirais parfois en termes en tout cas d'opérationnalité ou d'enjeux cibles. On est bien d'accord, mais voilà, il y a des réalités et vous venez de les réaffirmer, effectivement. Si certains d'entre vous veulent prendre la parole en libérant leur micro, on est une petite quinzaine, donc c'est tout à fait faisable. N'hésitez pas peut-être aussi à partager au niveau des équipes les retours d'expérience que vous puissiez avoir avec l'activité propre, par exemple, aux soins palliatifs, voire plus élargie sur des coordinations de parcours qui peuvent être aussi multiples. Si vous avez peut-être dans vos files actives, est-ce que vous avez ce type de population avec des problématiques dédiées? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fréquent, récurrent? Est-ce que ça fait partie tout simplement déjà de la cible de vos accompagnements pour les DAC présents? Alors pour le DAC 31, j'avais une question un tout petit peu avant de répondre à votre question, Claire, sur cette thématique-là. Je voulais savoir un petit peu quels étaient les établissements dans lesquels vous faisiez des sensibilisations qui vous interpellent et comment ça se passe. Et notamment peut-être par la suite plus précisément sur la Haute-Garonne, mais ça, on pourra en reparler dans un second temps. Et pour répondre à la question de Claire, je sais que nous, au niveau de l'équipe soins palliatifs, on est régulièrement interpellés par des masses en fait pour accompagner ces personnes. Donc c'est quelque chose qui est présent dans l'activité au niveau du DAC 31 de manière assez régulière. Voilà, merci.
Alors, les établissements dans lesquels on intervient, nous intervenons dans dans beaucoup d'établissements médico-sociaux, que ce soit les ESAT, foyers de vie, foyers d'hébergement. Donc là, on est. Alors, pour tout ce qui est ESAT, foyer d'hébergement, foyer de vie, on fait des sensibilisations auprès des professionnels, auprès des personnes accompagnées, parce que certaines personnes ont des limitations qui permettent quand même la compréhension et l'accession aux informations qu'on va leur apporter. On intervient également dans les femmes, dans les masses. On peut éventuellement intervenir auprès des personnes accompagnées. C'est avoir en fait par rapport au niveau, aux limitations des personnes. Ça dépend. Parfois, ils réussissent à constituer des groupes qui seront en capacité de recevoir l'information. Parfois, les patients, les résidents sont trop lourds, donc on n'intervient pas auprès des personnes accompagnées. Par contre, femmes masse, on intervient auprès des professionnels. On a des contacts, bien sûr, avec certains hôpitaux, mais on intervient surtout dans le milieu médico-social. Un petit peu dans toutes les grosses associations que vous pouvez connaître, le ADAPI, UNAPI, je ne sais pas quelles sont les grosses associations qui sont en Haute-Garonne, mais j'imagine que vous devez avoir tout ce qu'il y a. L'ASEI. Oui, voilà, on intervient auprès de l'ASEI, qui nous ont pas mal. Enfin, on est allé beaucoup aussi dans l'ASEI, notamment pour la fameuse recherche PAM dont on vous a parlé. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces grosses associations gestionnaires d'établissements que vous connaissez. Nous, on peut être amené à intervenir chez eux. Merci. La deuxième partie ensuite. Alors, pardon, votre question était en deux parties. La première partie, c'était quels sont les établissements dans lesquels nous intervenons. Oui. La deuxième. Non, la deuxième, c'était plus pour répondre à la question de Claire, pour savoir si dans nos files actives, dans les situations qu'on pouvait rencontrer, Oui. Voilà. Donc, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on peut être sollicité au niveau de l'équipe soins palliatifs pour aller dans des masses, surtout. Voilà. Et ce, de manière assez régulière. Dans la conférence, là, on parlera des outils, des choses qui sont disponibles. Et si les gens ne peuvent pas venir, on peut quand même vous renseigner notamment sur le livre blanc des soins palliatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Là. Et il y a d'autres petits outils que peut-être vous connaissez pas et qui peuvent aider. Voilà. Et généralement, on filme nos conférences. On les poste ensuite soit sur YouTube, soit sur le site. Alors bien sûr, ça remplace pas la présence physique parce que on peut pas bénéficier de l'interaction avec l'intervenant, surtout que c'est vraiment une intervenante passionnante. Mais pour les personnes qui pourraient pas se déplacer, il y a cette possibilité-là d'accéder à la conférence, bien sûr. D'autres questions? Oui, moi, Madame Navarro, au niveau dans les soins palliatifs et dans les outils, est-ce que vous aurez des grilles d'évaluation autres que les visages et celles qu'on connaît, les Doloplus? Oui. Est-ce que vous avez constitué déjà une grille par rapport à ces déficiences? On n'a pas constitué nous-mêmes une grille parce que c'est un travail énorme qui prend plusieurs années par des gens qui sont constamment auprès de ces personnes, mais on vous montrera, il existe plusieurs grilles, une en première ancienne qui avait été créée à San Salvador et qui était un peu lourde mais très complète, mais très difficile à appliquer parce que c'est vraiment un truc costaud, et on est allé vers une simplification de ça. Il y a aussi une grille qui a été faite à partir de patients autistes et qui peut très bien. Et finalement, là maintenant, après des années de travail, mais c'est pas nous qui avons participé à ça. Nous, on les rassemble et on les rend disponibles, enfin les fait connaître. Et un truc très simple qui en quelques minutes permet d'évaluer
de dire si oui, avec 5 critères seulement, est-ce que oui ou non, il y a des signes qui doivent faire rechercher une douleur. Voilà. Ouais, d'accord. Vous faites une grille comme le Palia 10 aussi, ou pas? Dans les soins palliatifs, vous connaissez, au niveau des soins palliatifs, est-ce que vous connaissez le Palia 10, l'évaluation du Palia 10, pour savoir si on est sur du soin palliatif ou pas? Comment vous caractérisez Non. Ah. Non. On apprend, hein, c'est pour ça qu'on est en relation avec vous. Hein, voilà. Je ne veux pas dire qu'on ne sait pas, je veux faire semblant de savoir, hein, mais voilà. Mais on a, en fait, on n'avait pas particulièrement travaillé sur les soins palliatifs en dehors de ce travail européen là auquel j'avais participé. D'accord. Parce qu'on a plein de choses. Mais comme l'ARS nous a demandé, ouais. Ça fait vraiment partie du sujet, parce qu'on voit bien que les gens accompagnés, il arrive un moment où ils sont en situation palliative. Donc, on est heureux de le faire, et on va participer autant qu'on peut pour ce qui concerne les personnes déficientes intellectuelles. D'accord. Voilà. Vous avez fait peut-être... Ça fera partie des thèmes abordés à la conférence. D'accord. L'évaluation de la gestion de la douleur. Absolument. Et des autres symptômes, c'est très important. Voilà, si jamais on en parle, il y a peu de chance, mais si jamais on n'en parlait pas le matin, on en parlerait forcément l'après-midi, parce que c'est dans les, on va dire, le socle de base de la conférence. Donc le sujet sera abordé. Donc les échelles dont Daniel vous a parlé, le SDDA, la JEDI, qui est la grille d'évaluation de la douleur pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, tout ça, ce sera abordé. D'accord, super. Merci beaucoup. Après. D'autres réactions, d'autres interventions? Oui, moi. On est heureux de participer au fax. Voilà. Voilà. Et on pense que pour nous, on est content, parce qu'on pense que ça va nous permettre de mieux faire connaître nos actions et du coup de mieux faire bénéficier cette population des adaptations qui progressivement font jour dans ce domaine. Voilà. Merci surtout à vous de cette intervention très riche, parce que je pense que ça fait sens de toute façon dans les pratiques, vraisemblablement quand même de l'ensemble des participants. Voilà, il y a Soinpal, mais pas que. Et puis effectivement, voilà, et on voit aussi à travers ce que vous présentez d'un point de vue métier, en fait. Moi, je vois même par rapport aux dispositifs régionaux d'autres similitudes sur les moyens d'agir, avec les leviers sensibilisation, des leviers de formation. Là, on parle d'outils communicants. Je veux dire, c'est des choses qui sont, à mon sens, assez transverses, en fait, quelle que soit la thématique. Et en termes de méthodologie, je trouve qu'il y a aussi du partage qui pourrait se faire et qui pourrait être, me semble-t-il, pertinent. Voilà, je vous l'apporte, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être, à mon sens, assez transverses, avec également, il y a certains représentants de l'animation territoriale des DAC, où on est plus effectivement sur une sphère populationnelle aussi, avec tout ce qui va être de l'ordre du diagnostic, vraiment du recueil des besoins, de l'adaptation aussi des actions à mettre en œuvre, on va dire, territoire dépendant, en fonction des sensibilisations de chacun et des besoins. Donc je pense qu'il y a sans doute beaucoup de choses à construire. Donc merci à vous pour tout ça. J'ai oublié juste une dernière question. Intervenez-vous en milieu ouvert, SAMSA, SIAD, etc., qui a été posée par Madame Moto. Milieu ouvert, c'est-à-dire les SAMSA, les SIAD, les SAD. Écoutez, moins qu'on souhaiterait. Parce que c'est plus difficile de toucher les familles, mais c'est notre préoccupation, parce que beaucoup de personnes déficientes intellectuelles sont en famille, et plus on peut le faire, et plus on est content. Vous voyez, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas en institution, et donc si le fax pouvait nous aider à développer cet aspect, même à organiser des réunions. Il y a aussi des grandes réunions auxquelles on a participé pour faire connaître au plus grand nombre de gens ces choses-là. On le ferait volontiers. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais on est intervenu bien sûr auprès de professionnels de SAMSA, des SAVS, où on a pu délivrer des sensibilisations sur le thème dont on vient de parler. Mais c'est vrai que c'est pas majoritaire par rapport aux institutions physiques.
Oui, parce que le lieu de vie, effectivement, est souvent plutôt en milieu fermé, entre guillemets, j'imagine, voilà, pour les populations accompagnées. Ouais. Euh, Après, effectivement, pour tout ce qui va être de l'ordre, je veux dire, du maillage partenarial, je pense que oui, alors la FACS, bien entendu, à l'échelle régionale, on est là aussi pour essayer d'ouvrir le maximum de portes et d'être vraiment passeurs, faiseurs de liens. Pour autant, je pense quand même qu'il peut y avoir, alors dites-moi les participants, mais je pense qu'il peut y avoir une plus-value sur certains territoires où on peut pressentir un besoin spécifique. Pour moi, les DAC peuvent vraiment se porter relais et soutien pour vous aussi. Ils connaissent bien mieux que nous les territoires en local. Et je pense qu'il serait potentiellement peut-être plus à même de pouvoir vous orienter ou vous accompagner tout simplement sur aussi des organisations, d'événements thématiques. Ça se fait sur d'autres dispositifs régionaux, sur d'autres thèmes en fonction des besoins. Voilà, moi j'ouvre la porte, mais je pense qu'il peut y avoir aussi en fonction des participants aujourd'hui, puis d'autres dispositifs. Là, ils sont quasiment tous là pour autant aujourd'hui, donc en termes de représentation départementale. Je pense que faut pas hésiter dans un sens ou dans l'autre, peut-être aussi à vous rapprocher. Et puis, souvent, d'une initiative peut naître voilà, un super projet et qui peut être transposable sur d'autres territoires, maquetté bien entendu avec une spécification particulière en fonction voilà, de la population cible, de la façon dont le territoire est organisé. Mais je pense qu'il y a peut-être cet enjeu aussi, si ce n'est pas déjà fait sur certains territoires, d'essayer d'initier des démarches conjointes. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser de part et d'autre sur des besoins, bien entendu, qui seraient notifiés peut-être via des enquêtes ou des recueils de besoins spécifiques, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Non, on est vraiment intéressés. Oui, oui. Et comme vous parliez notamment de porter le relais, sachez que nous, ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on essaiera d'apporter notre soutien si vous avez vendu une équipe qui a un résident atteint de cancer, qui a un petit peu de mal à se situer dans la maladie. Ben, nous, vraiment, ce sera avec plaisir qu'on ira vers eux et qu'on essaiera justement de remettre un petit peu toutes les pièces du puzzle qui sont en désordre, ouais, dans l'ordre, de façon à ce qu'ils comprennent un petit peu tout ce parcours de soins qui peut paraître très complexe pour des personnes qui ne sont pas issues du milieu de l'oncologie. Ça peut être ponctuel. Ça peut consister en quelques minutes ou voilà, une heure où on donne un éclaircissement sur la situation et ça peut suffire pour complètement débloquer une situation qui paraît intriquée à des gens qui n'ont pas les éléments nécessaires. Et puis, il y a aussi des accompagnements. Là, certains, depuis plusieurs années, on sait que le patient est là et quand il y a quelque chose de problématique, c'est réactivé. Vous voyez, voilà. Et petit détail qu'on n'a pas mentionné, mais qui peut avoir son importance, toutes ces actions sont gratuites, bien sûr. C'est pas un détail. C'est pas un détail. Mais voilà, tous ces accompagnements, les sensibilisations, tout ce qu'on fait, on est financé par l'ARS et donc missionné pour faire ces missions-là. Donc, si un jour vous nous orientez vers un foyer ou X établissement, sachez qu'on va pas venir avec un devis. On les aidera et autant que faire se peut, selon leurs besoins, et le tout, bien sûr, gratuitement. Effectivement, l'information n'est pas neutre. Je laisse la main et la parole au DAC 09 qui a une remarque. Oui, j'avais une question. Du coup, est-ce que tous les établissements médico-sociaux sont au fait de ce que vous pouvez proposer ou pas? Comment vous communiquez autour de vos actions? On aimerait qu'ils le fussent tous, hein, enfin qu'ils le soient tous. Excusez-moi, je ne suis pas un super doué des subjonctifs, mais on aimerait que tout le monde sache ça. Et vous pouvez nous aider. On a vraiment pas. Alors, bien sûr que depuis 12 ans qu'on existe, on est de mieux en mieux connus, de plus en plus connus. L'étude PAM, par exemple, nous a permis de vraiment aller dans 36 établissements. Hein, ouais, voilà. Et au fur et à mesure de la fréquentation ou des accompagnements, on est connu. Mais
moi, je pensais quand on a commencé que ça irait très vite, mais non, on n'est jamais sûr d'avoir touché tout le monde et je suis sûr certain que tout le monde ne nous connaît pas. Voilà. Pour faire court, on est meilleur en recherche et en animation de sensibilisation qu'en communication. Donc nous, malheureusement, on est persuadé que malgré nos 12 années d'expérience et le rayonnement qu'on a eu sur la région, on arrive encore dans les établissements pour une sensibilisation où on nous dit « Ah ben c'est dommage qu'on n'ait pas eu vent de ce que vous faisiez il y a 6 mois parce qu'on a eu un patient qui est décédé d'un cancer et ça a été très compliqué. » Ça arrive très régulièrement. Donc non, là par contre, la communication, c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on progresse entre guillemets, même si c'est pas notre cœur de métier. Il faut qu'on réussisse à se faire connaître de façon à ce que les gens puissent bénéficier à la plus grande échelle possible de ce qu'on a à offrir. Mais non, tout le monde ne nous connaît pas. On n'est pas très modeste, mais je veux l'être encore moins. On est les seuls en France qui avons créé une structure de ce type, et on est même les seuls à l'international. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des équipes étrangères, mais pour l'instant, il n'existe pas de structure équivalente à ce qu'on fait, parce qu'on prend tout à la fois. La recherche, l'information et l'aide aux soins directement. Et d'ailleurs, l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un, et c'est pour ça que pour nous, c'est très aussi nourrissant parce que c'est sans fin, quoi. On peut toujours progresser. Ça sera une belle conclusion au niveau de vos propos. Merci beaucoup pour ces échanges. On va être obligé de clôturer, effectivement. Il est midi passé. De toute façon, voilà, ce n'est qu'une première, je l'espère en tout cas, interconnaissance qui voilà, est à l'échelle régionale. Encore une fois, souvent on incite nous, au niveau de la fédération à ce qu'il y ait vraiment une prise de contact plus fine, plus individuelle, parce qu'on sait bien, chaque dispositif, chaque territoire est différent, chaque besoin peut être potentiellement différent. On l'a déjà vu à travers le chat, certains qui sont vraisemblablement déjà intéressés par l'événement que vous organisez, d'autres qui, voilà, les formations, sensibilisation semblent aussi présenter un intérêt, d'autres qui voilà, sont d'un point de vue très, très pratico-pratique en termes d'outils, de livrables finalement disponibles ou diffusables. Voilà, je pense que chacun aurait peut-être des besoins différents, donc on invite vraiment justement chacun d'entre vous à pouvoir vous mettre en lien. Ce qu'on va faire au niveau de la fac, de toute façon, nous, cette session sera de toute façon disponible en replay. Donc, à l'issue, si l'équipe d'Oncodéfi est d'accord, on pourrait peut-être récupérer votre présentation, la diffuser en même temps que le replay. Et puis, d'avoir, si tous les participants sont OK, à minima, la liste des contacts présents. Et puis, pour ceux qui ne sont pas là, je vous mettrai des contacts un peu génériques sur les DAC, enfin, génériques ou en tout cas de leurs pairs, sur leurs homologues sur les territoires non présents, pour que vous puissiez éventuellement interéchanger et au plaisir, de toute façon, de rester en lien sur l'ensemble des autres sujets. Est-ce que ça vous convient ? C'est parfait. Merci beaucoup de cette opportunité, Claire, et merci à tous à toutes et à tous d'être venus à notre rencontre. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Merci à tous, oui, parce qu'on a une belle mobilisation. Merci. Et puis Audrey, qui a priori revient vers vous déjà. Vous voyez, vous avez déjà un premier contact. Bonne journée à tous. Merci encore. Au revoir. Au revoir.